1, 2, 3. Samedi 22 août, petit webinaire hebdomadaire pour le compte de l'AFAT réservé aux membres. Alors, je voudrais vous parler d'un schéma d'affaiblissement des indices mondiaux. Je pense qu'on a des signaux assez nets d'affaiblissement. Je vais vous parler de l'or et de l'argent. Je vais faire une petite revue du marché du Forex, et je vais terminer par les taux d'intérêt. Alors voici mon premier écran sur le S&P 500 qui, je le rappelle, est l'indice directeur aux États-Unis, puisqu'il représente les plus grosses capitalisations américaines. Donc on a eu la crise du coronavirus et le krach qui s'en est suivi, et on a eu une phase de rebond. Je considère que cette phase de rebond est mise en danger. On a là une droite qui est représentée en pointillé, qui supportait les cours avec un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact, cinq points de contact, et pour lequel on a fait un breakout vers fin juillet. Alors, de ce breakout ne s'en est pas suivi une baisse immédiate forte, mais on a quand même, à mon humble avis, cassé la droite de support oblique ascendant qui maintenait le rebond depuis mars. On a ce même schéma sur les indices européens. Vous avez là le rebond qui date de mars, vous avez là une droite de support oblique ascendant qui supporte les cours, un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, ici quasiment avec les mèches, qui a été rompu aussi fin juillet par un breakout. Là encore, il s'en est pas suivi un affaiblissement immédiat et une baisse très franche, mais on a latéralisé. Au-delà de ça, on bute sous cette résistance et on est en train de s'affaiblir. Il ne manquerait pas grand-chose pour qu'on casse ce support, ce léger support oblique ascendant qui pour l'instant maintient les cours. Mais la probabilité d'un affaiblissement sous ces niveaux est importante. La probabilité, c'est le scénario contraire, qu'on aille au-dessus de ce niveau, est à mon avis plus faible. On retrouve la même chose sur le CAC 40, schéma de support oblique ascendant qui a été rompu fin juillet, schéma de triangle dans lequel les cours sont pour l'instant maintenus, schéma de résistance sous laquelle on bute, et je ne serais pas étonné de voir les cours s'affaiblir sous ce niveau-là. Le DAX, même combat. Alors, qu'en est-il, me direz-vous, du Nasdaq? Le Nasdaq, c'est plus difficile à se prouver la même chose. Le Nasdaq est encore très fort, tout le monde le sait. La droite, là, n'est pas parfaite. Voilà, quelque chose qui est quand même un peu similaire. Il y a ici quelque chose qui est borderline. Borderline sur ce niveau-là. On ne peut pas parler de net schéma d'affaiblissement sur le Nasdaq, mais pour autant, il suivrait les autres indices, en particulier le S&P 500, si il devait y avoir un affaiblissement plus prononcé. J'ai un argument supplémentaire qui plaide pour une baisse du marché directeur américain. C'est, je me place en journalier et je vais chercher l'indice directeur américain. J'ai noté une divergence baissière sur le RSI. Là, on a un schéma de légère hausse qui, quand il est léger comme ça, donne un schéma de RSI qui s'affaiblit, qui n'est pas très descendant. Mais si je vous le matérialise un peu mieux, comme ça, avec une flèche, vous allez voir qu'ici, on a une légère hausse, pendant que le RSI reste parfaitement horizontal.
Donc je ne serais pas non plus étonné de voir cette divergence haussière daily se confirmer un peu plus tard. Ce n'est pas encore le cas, elle n'est pas validée. Mais c'est à surveiller de façon comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu. Alors, ça ne veut pas dire que la plus grande baisse du siècle va s'en suivre, mais on a une probabilité, je répète, de schéma d'affaiblissement assez important. A contrario, quand on se place sur un schéma très long terme, en semaine ou en mensuel, on n'a pas le droit, aussi bien pour le S&P 500 que pour le Nasdaq, de plaider une baisse. On n'a pas le droit dans l'état actuel des choses. Il faut attendre des signaux plus long terme. Donc ce que je vous ai montré, c'est purement sur une unité de temps assez courte, le daily, le journalier. Donc, ça laisse quelques jours pour réagir, ça laisse quelques jours pour que les choses s'affaiblissent si elles devaient véritablement s'affaiblir. Voilà. Alors, on va passer au gold et au silver. Donc, l'once d'or et l'once d'argent. Là, je me place en daily aussi. Je vais aller chercher ce graphique-là, c'est très bien, pourquoi pas. Alors, on a explosé les 2000 $ l'once vers début août. On a caracolé un point haut à 2075 $ l'once. Et dans les jours qui sont suivis, c'est-à-dire tout début août, la deuxième semaine du mois d'août, on a une baisse assez violente. On a eu un drawdown assez important. Encore que le drawdown, c'est un terme de trading, mais on a eu une baisse assez importante. Bon, il fallait voir un rebond avec ce marteau, qui est assez parfait, sur la zone des 1900. On a effectivement rebondi, et pouf pouf, dans la journée du mercredi 19 août, on s'est à nouveau affaibli. Qu'est-ce qu'on peut dire de fondamentalement plus précieux quand on analyse ça? Faudrait pas, sur cette petite zone-là, là, je vais essayer de zoomer, sur cette zone-là horizontale devant la ligne de polarité, ici on a fait une fausse sortie, ici, il ne faudrait pas qu'on s'affaiblisse sous 1905, 1900. Ça serait relativement un signal négatif pour l'or. Sur l'argent, il y a quelque chose d'un petit peu plus net. On refuse la résistance qu'on a dessinée depuis justement ce début août, depuis cette première semaine d'août. On refuse la résistance. Que ce soit ce petit triangle qui soit là ou qui soit là, on a eu un mini breakout de la tendance qui consistait à vouloir rebondir. Que ce soit là ou que ce soit là, on a fait un breakout. Et là, on est dans un schéma d'affaiblissement. On est encore sur des niveaux qui sont importants, mais à partir de là, il peut se passer n'importe quoi, on peut venir redépasser cette résistance. Mais il faut là aussi surveiller et voir quels peuvent être les prochains signaux. Donc on va dire une relative incertitude globale quand même sur l'évolution de ces deux actifs. C'est pas très franc. C'est pas très franc. Ça, c'est pour le gold et le silver. Alors, donc, je voulais vous faire remarquer, si je prends ce graphique-là, si je prends, que j'épure un petit peu, ça va faire plaisir aux amateurs d'Ishimoku, je vais me mettre en semaine et je vais prendre le silver. Voilà, c'est intéressant de noter que la fin de la baisse s'est faite parfaitement pile poil en hebdomadaire sur la Kijun. Voilà pour les amateurs d'Ishimoku, c'était une chose que j'ai remarqué. Bon, c'est pour le fana. Et puis alors pour les amateurs d'Ishimoku aussi, le gold en H4, il travaille plus ou moins sous son nuage. H4, hein, c'est du court terme, attention. Hein. C'est rien à voir avec ce que je viens de vous montrer en daily et en hebdomadaire. Bon voilà, c'était pour faire plaisir aux amateurs d'Ishimoku.
le peu qu'on cherche à leur faire plaisir. Ensuite, on va parler de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vais passer sur un écran avec un RSI. On a sur l'euro-dollar qui est là, qui est pas loin, on a en daily très nettement, très nettement, une divergence baissière qui a été validée. Ça a été publié sur les réseaux sociaux par un membre de la FAD, je crois d'ailleurs. Là, on a clairement les prix qui dessinent des plus hauts. Voilà. Pendant que le RSI dessine un plus bas avec validation par franchissement. Premièrement, là du point bas du RSI, là du point bas du RSI. Donc affaiblissement. Affaiblissement du RSI, divergence baissière, daily RSI. Donc on peut s'attendre à un retour quasiment immédiat sur ce petit niveau, ça me paraît plus ou moins évident. Et puis après, le peu qu'on introduise un petit peu de Fibonacci et mes connaissances sur... on va partir de ces points bas-là qui sont assez remarquables. Voilà, moi je sais, alors moi je c'est péjoratif, mais je sais qu'on a 82% de chance dans une divergence baissière comme ça d'atteindre le premier niveau de Fibonacci. Donc un 16,60 facilement tradable. Enfin je veux dire facilement atteignable en termes d'objectifs en analyse technique. Ça c'est pour l'euro-dollar. On retrouve ça sur des analyses index de devises que j'ai là. On a effectivement ici en présence, avec la ligne bleue, la force euro-index équipondérée par rapport à un panier de devises et la force dollar équipondérée par rapport à un panier de devises. Donc on a une tendance à être topish, à dessiner, si on regardait aussi des divergences haussières, baissières, enfin baissières pour l'euro-index, haussières pour le dollar-index, et donc potentiellement un réaffermissement du dollar-index pendant qu'on aurait un affaiblissement de l'euro-index. Donc euro-dollar à la baisse, à peu près avec une assez bonne probabilité. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur... qu'est-ce qu'il me dit là? Voulez-vous annuler? Voulez-vous pas annuler? Fichier, je voudrais prendre... Ah, j'ai perdu un modèle. Mince. Bon, alors donnez-moi 30 secondes, je prépare sur mon écran de droite. Non, ça ne m'arrange pas. Si, on va le faire comme ça. Une overview des paniers de devises équipondérés, donc des index de devises équipondérés. Donc effectivement, ici, on voit que l'euro peut être vu comme topish. Le dollar qui est là se voit avec quelques mèches qui peuvent laisser entendre, c'est pas tout à fait validé, et qu'on peut se renforcer à partir de ce niveau-là. Le JPY, le yen, est clairement en train de s'appuyer sur un support historique qui date de 2 ans. Donc si le yen devait se renforcer à partir de ces niveaux-là, ça pourrait corroborer ce que je disais sur une faiblesse des indices. Aversion au risque. Et puis la livre qui est toujours aussi faible. Le reste, c'est pouf pouf, pas grand-chose. La livre, ça me plaît bien de vous montrer ça, parce que ça fait partie des jolis trades, enfin des jolies configurations graphiques qu'on peut analyser. Alors la livre sterling, si je la prends en mensuel, un livre sterling, personne ne me dira le contraire, qu'on est dans un schéma d'affaiblissement global de la livre, contre le franc suisse du moins, mais on a a priori, alors ça c'est, je balance un argument fondamental, mais on est a priori sur un appauvrissement de l'économie anglaise, du moins peut-être lié au problème du Brexit, du moins de sa monnaie. Voilà ce qu'on peut dire sur la livre sterling, si on fait un focus sur la livre sterling. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre?
J'ai noté, ça doit être sur l'euro-dollar, je reviens un petit peu en arrière. Je reviens un petit peu en arrière. Oui, bah ça tombe bien. En monthly, on avait historiquement là depuis 2007, 2006-2007, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans, on avait une zone de polarité, une zone d'overlap extrêmement bien définie, qui n'a pas été chatouillée là, et on se plaira à regarder sur la fin du mois d'août la forme de cette bougie-là, qui peut être un parfait marteau inversé, quasiment shooting star. Donc ça serait finalement potentiellement le signal plus ou moins fort, plus ou moins probable d'une fin de hausse de l'euro-dollar, si on valide cette figure. Voilà, là on est sur du très long terme. Mais remarquez cette zone de polarité historique qu'on aura du mal à redépasser à mon niveau, qu'on aura du mal à redépasser, a priori. Voilà, je voulais terminer par, je ne sais pas combien de temps j'ai passé, c'est pas le problème. Je voudrais terminer par une vue hebdomadaire sur les taux d'intérêt. Voilà, ça pour moi c'est topiche. Donc un jour ou l'autre, les taux d'intérêt vont se raffermir, le T-Notes va s'affaiblir. On a failli avoir le signal cette semaine, ça n'a pas véritablement été confirmé. On a plus ou moins la même chose sur le Bund. Donc le Bund, je rappelle, qui est l'inverse des taux d'intérêt allemands. On est topiche. M'étonnerait qu'on aille plus haut que ça. L'OAT, même combat. Même les taux courts allemands, le Bobble et le Schatz, ça c'est relativement topiche. Ça c'est relativement topiche. Pas tellement le droit de dire le contraire. C'est pas une question de droit, mais voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai passé, ça n'a pas d'importance. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir sur l'argument majeur. Argument majeur, attendez, majeur. Sur une remarque majeure. Donc, pour moi, d'affaiblissement des indices, d'affaiblissement de l'indice directeur. Si on va chatouiller 30 secondes comme l'a fait Denis Desclos dans le dernier webinaire, les GAFAM, si je prends Apple comme seul exemple, si je prends Apple en hebdomadaire, si je le prends même en monthly, voilà, en hebdomadaire, en monthly, ça peut aller plus haut bien sûr, mais typiquement de ma mémoire d'analyste technique depuis 1980, ça me rappelle quand même assez clairement les configurations de bulles Internet de l'année 1999-2000. Si j'allais chercher un graphique de l'action Alcatel à cette époque-là, je retrouverais à mon avis quelque chose de similaire. Tesla, c'est assez impressionnant. Facebook, c'est assez impressionnant. Je ne dis pas que ça va se casser la figure demain matin, mais ça fait partie des choses qu'il faut surveiller. Et il faut avoir, alors là c'est des termes électroniques, il faut avoir des protections, j'allais dire, mais il faut avoir en termes d'analyse technique une surveillance un peu accrue de ces éléments-là et de la façon dont peut se comporter le Nasdaq à partir de ces niveaux-là. En tout cas, je redis une dernière fois, j'ai vu, je pense avoir décelé un début de divergence baissière assez bien construit, qui n'est pas encore parfaitement validé, sur le S&P 500. Voilà. Bah, écoutez, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube. J'essaierai de me complaire à y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et un excellent fin d'été. À bientôt.